Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du corrigé de tous les sujets en physique nucléaire qui ont été proposés au baccalauréat marocain option sciences maths. Donc je conseille également les élèves de l'option PC à faire ces exercices. Dans la première partie, j'ai traité tous les sujets de 2020 jusqu'à 2016. Dans cette partie-là, je vais traiter 3 sujets et vous allez voir la difficulté devient de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on va vers les anciens sujets. Bien, comme d'habitude, bien sûr, les sujets sont téléchargeables dans la description qui se trouve, le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous conseille toujours de bien travailler les sujets avant de regarder la solution. Bien, donc voilà le sujet de 2015. Donc il s'agit, l'objectif c'est de déterminer l'énergie libérée par la réaction de fusion. Ensuite, utiliser cette valeur pour estimer la durée nécessaire pour la consommation de tout l'hydrogène solaire. En quelque sorte, on va essayer de déterminer la durée de vie du Soleil. Donc voilà l'énoncé. On vous dit que les réactions de fusion et de fission sont considérées parmi les réactions qui produisent une grande énergie. Donc on vous donne les valeurs classiques de données. Puis un tableau où vous avez un certain nombre de réactions. Ensuite, on vous dit parmi ces réactions, lesquelles correspondent à la réaction de fusion. En utilisant le diagramme d'énergie ci-contre, donc on l'a déjà utilisé plusieurs fois, déterminer l'énergie de liaison par nucléon. Il faut bien faire attention, de l'uranium 92-235. Ensuite, l'énergie libérée par la réaction D, c'est-à-dire la fusion de l'hydrogène. Ensuite, on vous dit, il se produit dans le Soleil des réactions nucléaires dues essentiellement à la transformation de l'hydrogène selon la réaction suivante. Calculer en joules l'énergie delta E produite par cette transformation. Ensuite, utiliser cette valeur et trouver en année la durée nécessaire à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le Soleil, sachant que l'énergie libérée chaque année par le Soleil selon cette transformation est donnée par ça. Donc, les physiciens ont réussi à mesurer l'énergie rayonnée par le Soleil pendant une année. Ils ont trouvé une valeur de 10 puissance 34 joules. Donc voilà. Vous allez voir, c'est un exercice très important, très intéressant à mon avis. Bien, commençons par toujours les premières questions classiques pour vous mettre en confiance. On vous dit, parmi ces 4 réactions, laquelle correspond à la réaction de fusion. Donc, quand on parle de fusion, c'est toujours l'association de deux noyaux pour former deux noyaux légers pour former un noyau lourd. Donc déjà, on va exclure la B et C. Et vous avez ici deux types de réactions. Bien sûr, la fusion, ça concerne les noyaux légers. Donc là, c'est plutôt la fission et non pas la fusion. D'accord? Donc la fusion, ça concerne l'association de deux noyaux légers, ici le deutérium et le tritium, qui va donner l'hélium plus un neutron. Bien, maintenant identifier parmi ces réactions celle qui correspond à la réaction de la fusion. Bon, je viens de répondre. Deuxième question, déterminer l'énergie libérée par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon du noyau 92-235. Donc l'énergie de liaison d'abord du noyau, c'est une formule bien à retenir par cœur. Ça correspond bien sûr au défaut de masse des nucléons par rapport aux masses du noyau, multiplié par C carré. Donc si je considère le noyau uranium 292, la masse du noyau, si on fait la différence entre la masse du noyau et la masse du nucléon, ce défaut de masse, multiplié par C carré, constitue ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Combien de protons dans l'uranium 92-235? Vous avez bien sûr 92 protons. Combien de neutrons? Vous avez 235 moins 92, ça va vous faire 134 neutrons. Donc, l'énergie de liaison, c'est Z fois la masse du proton, plus 1 moins Z fois la masse du neutron, moins la masse du noyau, multiplié par C carré.
Maintenant, ça dépend des unités qu'on vous donne. Si on vous donne les masses en unités de masse atomique, bien sûr, il suffit de calculer le défaut de masse en unité de masse, multiplié par 931, et le résultat, c'est en méga électron-volt. Mais là, on vous donne ce diagramme. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce diagramme? Vous avez l'énergie de 144 neutrons plus 92 protons. Moi, j'ai combien? J'ai 92 plus 143. Donc, je vais ajouter plus 1 et je vais retrancher moins 1. Donc, la réaction, cette énergie sera la même chose que 92 protons plus 144 neutrons, moins la masse d'uranium, moins la masse du neutron. J'ai ajouté ici masse de neutrons et j'ai retranché la masse du neutron. Donc, c'est comme j'ai rien fait. Pourquoi? Parce que dans le diagramme, j'ai la masse, l'énergie de 144 neutrons plus 92 protons. Donc, je connais l'énergie de ce terme. Maintenant, le deuxième terme, c'est quoi? C'est la masse de l'uranium plus la masse de neutrons fois C carré. Ça veut dire l'énergie de l'uranium plus un neutron. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc, je peux calculer l'énergie de liaison, c'est cette énergie moins celle-là. Et ça vous donne une énergie de liaison de 1790 mégaélectronvolts. Bien. Maintenant, l'énergie produite par la réaction D. La réaction D, c'est la réaction de... Donc, bien sûr, la question, c'est énergie de liaison par nucléon. Donc, il faut diviser par le nombre total de nucléons de l'uranium, qui est 235. Et vous avez 761 mégaélectronvolts par nucléon. Maintenant, on voit la réaction D, qui est en fait tout simplement la réaction de fission cette fois-ci. C'est la fission, c'est-à-dire un noyau lourd va, suite à un bombardement avec un neutron, va donner deux noyaux moins lourds, donc plus stables, plus des neutrons. Quelle est l'énergie produite par cette réaction? C'est le défaut de masse multiplié par C carré. Bon, on nous donne la masse cette fois-ci du xénon, SR et 3 neutrons, elle est là. D'accord? On le donne. Et la masse de l'uranium plus un neutron, elle est là. Donc, on a tout. Donc, c'est cette énergie moins celle-là, tout simplement. Et le résultat, n'oubliez pas, c'est fois 10 puissance 5 mégaélectronvolts. Il faut bien faire attention. D'accord? Donc, ce 2, ça, moins 2, donc j'ai oublié ici, il faut multiplier par 10 puissance 5. Et ça vous donne cette valeur-là. Bien, donc faites attention à ne pas oublier de multiplier par 10 puissance 5. Hein, d'accord? Donc ça, c'est multiplié par 10 puissance 5. Je l'ai oublié ici, mais le résultat, il est correct. C'est 180 mégaélectronvolts. Bien, ensuite, calculer l'énergie produite par la transformation suivante, c'est-à-dire la réaction de 4 protons, 4 hydrogènes vont donner l'hélium plus 2 électrons. D'accord? Donc c'est la réaction qui se produit, qu'on suppose qui se produit à la surface du Soleil. Donc quelle est l'énergie produite par cette réaction? Bien sûr, c'est toujours le défaut de masse multiplié par C carré, mais là on ne donne pas, on nous donne de l'énoncé la masse de l'hélium, on nous donne la masse de l'électron, on nous donne la masse du proton. Faites un petit calcul et vous allez trouver 24,69 mégaélectronvolts. Mais la question, c'est de le calculer en joules. Donc il faut multiplier par 1,6, 10 moins 13, et ça vous donne 4, à peu près 4, bon 3,9 je crois. Donc on va majorer, c'est 4 fois 10 moins 12 joules. Donc voilà l'énergie libérée par la fusion de l'hydrogène. Donc là, c'est en fait la fusion de l'hydrogène qui va donner l'hélium plus 2 électrons. Et cette fusion, qu'on suppose, qui est à l'origine de la chaleur qui nous provient du Soleil. Bien, maintenant, commencent les choses intéressantes. Trouver en année la durée nécessaire à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le Soleil, sachant que l'énergie libérée chaque année par le Soleil est donnée par ça. Donc on vous donne cette donnée-là, ça c'est l'énergie totale libérée par le Soleil pendant une année. Maintenant, on veut essayer d'estimer l'énergie nécessaire, c'est tout l'hydrogène consommé qui se trouve dans le Soleil, s'il est consommé en entier, quelle est son énergie totale? Eh bien, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la masse du Soleil. Mais, dans l'énoncé, on nous dit que uniquement 10% de cette masse est formée de l'hydrogène.
Donc, voilà, la masse d'hydrogène ne constitue que 10% de la masse du Soleil, c'est-à-dire 10% de cette masse. Donc, pour déterminer l'énergie totale, on considère l'énergie, si on suppose que l'essentiel de l'énergie produite vient de la réaction de la fusion, donc l'énergie totale sera donnée par quoi? Sera donnée par le nombre total d'atomes d'hydrogène qui se trouvent dans le Soleil à sa date de formation, multiplié par l'énergie libérée par la fusion d'un atome, d'un atome d'hydrogène. D'accord? Et quelle est la masse de l'hydrogène formée par dans le Soleil, la masse d'hydrogène à la surface du Soleil, ou bien dans le Soleil, c'est quoi? C'est 10%, enfin la masse du Soleil. Donc si je divise par la masse d'un proton, qui est la masse de l'hydrogène, je vais obtenir le nombre de noyaux d'hydrogène. Chaque noyau libère delta E, donc je peux calculer l'énergie totale libérée par l'énergie totale que je vais obtenir lorsque tout l'hydrogène du Soleil est consommé. Or, l'énergie libérée pendant une année, c'est 10 puissance 34 joules. Donc, la durée nécessaire, c'est tout simplement l'énergie totale divisée par l'énergie libérée pendant une année. Et ça va donner une durée à peu près de 4 10 puissance 10 années. Donc, durée de vie du Soleil. Donc, on a encore largement le temps avant que ce Soleil ne disparaîtra pas. D'accord? Donc, voilà pour ce premier exercice. Donc vous voyez que il s'est basé sur la réaction de la fusion. Ensuite, essayer de trouver la relation entre la masse du Soleil et l'énergie libérée pendant une année. Et à partir de là, on peut estimer la durée de vie du Soleil. Bien, là, juste une petite précision, je pense, pour être plus cohérent. Et on a ici, c'est quoi ça? C'est le nombre total d'hydrogène que contient le Soleil. Ça, c'est quoi? C'est l'énergie libérée par la fusion de 4 atomes d'hydrogène. Ça veut dire chaque 4 atomes d'hydrogène nous donne cette énergie-là. Donc, il faut diviser en fait le nombre total d'hydrogène par 4. Parce que, en fait, 4 hydrogènes nous donnent delta E, X hydrogène vous donne une énergie totale ET. Donc il faut diviser en fait par 4. Et donc l'énergie totale, ça sera plutôt de l'ordre de 10 puissance 10 années. D'accord? Pour cette petite précision. Bien, maintenant je passe au sujet de 2014, ici en normal. Donc là c'est un exercice relativement classique. Il s'agit essentiellement de comprendre la relation entre l'activité et le nombre de noyaux à l'instant T. Donc, on va parler de la physique nucléaire dans le domaine médical. On vous dit l'injection intraveineuse d'une solution de phosphore radioactif permet dans certains cas le traitement de la multiplication anormale des globules rouges au niveau des cellules de la moelle osseuse. Tout ça, c'est des données générales. Voilà les données essentielles. La masse du phosphore, le noyau Y qui résulte de la désintégration, bêta-, et ainsi de suite. Première question, on vous dit que le nucléide P32 est radioactif. Son mode de désintégration, c'est bêta-. Donnez le noyau fils. Écrire l'équation de la désintégration du phosphore 3215 en précisant A et Z. Calculer en mégaélectronvolts la valeur absolue de l'énergie libérée lors de la désintégration du phosphore 32. Ça, c'est une question classique. L'interjection intraveineuse du phosphore à T égale à 0, on vous dit là, il faut attention, à T égale à 0, on prépare une solution et on vous donne l'activité à T égale à 0. D'abord, définir qu'est-ce que c'est que l'activité radioactive, d'accord, de 1 becquerel, que ça correspond à quoi? On vous dit à l'instant T1, donc on a préparé la solution à T égale à 0, on a attendu un petit peu, on a injecté à un patient une quantité d'une solution de phosphore 32, dont l'activité est à 1. On vous dit calculer en jours la durée nécessaire pour que cette activité devienne 20% de sa valeur initiale. D'accord? Ensuite, on note Na le nombre de nucléides du phosphore 32 restant à l'instant T1 et N2 le nombre de noyaux restant à l'instant T2.
dans l'activité bien sûr et A2, trouver l'expression du nombre du noyau désintégré pendant delta t en fonction de A1 uniquement et de T1,5. Et connaissant le nombre de noyaux désintégrés, déduire la valeur absolue de l'énergie libérée pendant la durée delta t. Bien sûr, on va voir tout ça en détail. Bien. L'activité radioactive du phosphore 32. Donc, équation de désintégration d'abord. Donc, le phosphore, on vous dit son mode de désintégration, c'est bêta-. Donc, il va vous donner un Y de numéro atomique Z de nombre de masse A. Pour calculer A et Z, il suffit de faire la conservation de Z et conservation du numéro de masse. Donc 15 est égal à Z moins 1, donc Z égale à 16. Et 32 égale à 0 plus A, donc A égale à 32. Quelle est l'énergie libérée par cette réaction? Bon, ça c'est le défaut de masse fois C carré. On va dans les masses en unité de masse atomique, donc on va multiplier par 931. Bon, question classique. Maintenant, on injecte du phosphore. L'injection du phosphore, on va parler de ce problème d'injection et de la relation entre l'activité et le nombre de noyaux. Donc, qu'est-ce que c'est que d'abord un becquerel? Donc, par définition, c'est une désintégration par seconde. Donc, c'est une unité qu'on a adoptée pour l'activité, qui a remplacé le Curie. D'accord? Voilà. Donc, calculer le temps nécessaire pour que l'activité soit égale à 20% de sa valeur initiale. Là, il suffit d'écrire les formules de relation entre l'activité et le nombre de noyaux. Donc, par définition, l'activité, c'est la vitesse de désintégration. C'est d de n sur d de t qui est égal à lambda fois n. Donc, c'est la relation de base qui permet de lier l'activité au nombre de noyaux restant à l'instant t. Maintenant, vous avez A est égal à lambda n. N, c'est n0 exponentielle moins lambda t qui est égal aussi à A0 exponentielle moins lambda t. Donc, deux relations de base de l'activité. A de t égale lambda n de t et A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Et à l'instant t1, on va écrire l'activité à l'instant t1, c'est A1, c'est donné dans l'énoncé. Donc sa valeur, c'est A0 exponentielle moins lambda t1. De même, à l'instant t2, on va écrire A2, c'est quoi? C'est A0 exponentielle moins lambda t2. Qu'est-ce qu'on en donne? On en donne le rapport A2 sur A1. Donc A2, c'est 20% de A1. Donc je connais ce rapport en fonction de A1. Et si je fais le rapport, je l'élimine A0 parce que je ne connais pas la valeur de A0. Donc exponentielle moins lambda fois delta de t. Donc A2 sur A1, c'est 20%, c'est 0,2, est égal à exponentielle moins lambda delta de t. J'applique le logarithme pour disparaître l'exponentielle. Donc log de 0,2, c'est moins lambda delta de t. Et donc vous avez tout de suite delta de t en remplaçant lambda par log de 2 sur t1,5 et ça vous donne delta t c'est moins log 0,2 sur log de 2 fois t1,5. Une petite application numérique, ça vous donne 33,2 jours. Donc voilà, si je connais l'activité à deux instants différents, je peux calculer bien sûr, c'est le principe de la datation en fait au carbone 14, je peux calculer la durée ou bien l'âge ou la durée entre les deux instants. Bien, maintenant on va déterminer le nombre de noyaux désintégrés pendant cette durée delta de t. Donc là, toujours un petit schéma, ça explique mieux l'énoncé, la question. À l'instant t1, vous avez une activité à 1, il y a un nombre de noyaux qui va rester, qu'on va appeler n1. Donc à t égale à 0, vous avez n0. Et le nombre de noyaux du phosphore, c'est n0. À l'instant t1, une partie s'est désintégrée bien sûr, elle reste l'activité à 1 et un nombre de noyaux n1. À l'instant t2, il reste une activité qui est 20% de l'activité A1 et le nombre de noyaux qui reste, c'est n2. Donc combien ils se sont désintégrés entre l'instant t1 et l'instant t2? C'est n1 moins n2. Au départ, j'ai n1. À la fin, il me reste n2. Combien de noyaux se sont désintégrés? C'est n1 moins n2. Et donc, vous voyez que je peux déduire directement le nombre de noyaux désintégrés, c'est n1 moins n2. Or, je connais la relation entre A1 et N1, c'est lambda N1. A2, c'est lambda N2, mais en même temps, c'est 0,2 A1. Donc, je remplace ici A2 par 0,2 A1. Donc, 1 moins 0,2, ça me donne 0,8. Et donc, je peux déterminer le nombre de noyaux désintégrés en fonction de lambda et A1. Vous voyez?
Donc, le nombre de noyaux désintégrés, c'est 0,8 fois A1 divisé par lambda, qui est log de 2 fois T1 demi. Donc, voilà l'expression du nombre de noyaux désintégrés. Donc, toujours aidez-vous avec des petits schémas. Ça aide à mieux comprendre certaines questions. D'accord? Donc, je répète ici, vous avez à l'instant T1 une activité A1, un nombre de noyaux restant, hein, c'est le nombre de noyaux qui reste à l'instant T, qui est N1, et après à l'instant T2, l'activité c'est A2, le nombre de noyaux qui reste c'est N2. Donc au départ j'ai N1, à la fin j'ai N2. Combien se sont désintégrés? C'est N1 moins N2. Et il suffit d'utiliser l'expression entre l'activité et le nombre de noyaux restants à l'instant T, et on a déterminé facilement le nombre de noyaux désintégrés. Maintenant, quelle est l'énergie libérée en joules pendant cette durée? Or, on a déjà calculé l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau. Donc, l'énergie libérée, c'est tout simplement le nombre de noyaux désintégrés qu'on vient de calculer, multiplié par l'énergie libérée par un seul noyau. Donc, le nombre de noyaux désintégrés, on a dit, c'est ce terme-là. Avec une petite application numérique, ça vous donne à peu près 10 puissance 15 noyaux. Sachant que l'énergie libérée par un seul noyau, ça a été calculé dans la question 1.2, c'est 11,6 mégaélectronvolts. Donc l'énergie totale, c'est le produit, et ça vous donne, si on veut l'exprimer en joules, il faut multiplier par 1,6 10-19 joules, et ça me donne une énergie totale de l'ordre de 665 joules. Donc voilà pour ce sujet de 2014, pardon. Donc on va passer à 2013. Là j'ai mis 2 étoiles parce que c'est un sujet vraiment où il faut être très très attentif parce qu'il y a beaucoup de données et il faut bien savoir exploiter les données lorsqu'elles sont très très diverses. D'accord? Donc là c'est en fait on va parler de la réaction, du rendement de la réaction nucléaire et aussi le pourcentage de noyaux fissibles d'uranium. C'est-à-dire, on va introduire, vous allez voir, dans l'uranium, c'est pas 100% de l'uranium, il est fissible, juste un pourcentage, et là, il faut en tenir compte de ce pourcentage dans le calcul. Donc, on vous dit qu'un réacteur nucléaire fonctionne avec de l'uranium enrichi, qui est constitué de 3% de l'uranium 235 fissible, c'est-à dire qui peut être susceptible de se fissionner pour donner la réaction suivante qu'on va voir ici. Donc voilà. Et P' et le reste non fissible. Ça veut dire si un neutron bombarde l'uranium, donc il y a eu comme 3% de noyaux qui peuvent suivre cette réaction-là. Et 97%, même s'ils sont bombardés par un neutron, ils vont pas être ils vont pas se fissionner pour donner le SR et le xénon. D'accord? Donc la production de l'énergie au sein de cette réaction centrale nucléaire est basée sur la fission de l'uranium 235 bombardé par du neutron. Bon, ça c'est les données classiques. Voilà la réaction de fission. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas si j'envoie un neutron à 100 atomes, 100 noyaux d'uranium, uniquement 3 noyaux d'uranium vont se fissionner, les autres vont rester intacts. Donc déterminer XZ, bon ça on l'a déjà fait plusieurs fois, calculer en joules l'énergie libérée par la fission d'1 gramme de l'uranium, et là il faut faire attention, dans 1 gramme d'uranium, donc on va voir après. Ensuite, pour produire une quantité d'énergie de l'ordre 10 puissance 16 joules, on vous dit un réacteur à un rendement de 25%. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le rendement d'un réacteur nucléaire. Exprimer la masse M en fonction du W, donc l'énergie électrique libérée et non pas l'énergie nucléaire. Faire attention. La masse M0, le rendement et le pourcentage de noyaux fissibles. Dans ce réacteur se trouve aussi une faible quantité du nucléide 234 qui est radioactif alpha. La mesure de l'activité radioactive à l'instant t égale à 0 d'un échantillon d'uranium a donné à 0. Calculer la valeur de l'activité à l'instant t égale à, bon ça c'est une question indépendante, T0 je crois sur, on va voir sur T0 sur 4, ou T1 demi sur 4. Bon ça c'est une question très, très simple. Donc vous voyez,
Même s'il y a des questions difficiles, de temps en temps, vous avez des questions faciles. Donc, il faut, même si on n'a pas répondu à une question, il ne faut pas s'arrêter. Il faut suivre le problème. Bien. Donc, relisez tranquillement l'énoncé. Il faut bien comprendre l'énoncé avant de démarrer la solution. Bien. Donc, x, y, bon, ça, c'est juste la conservation de z et de a. On a fait plusieurs fois cette réaction. Donc, vous avez 235 plus 1, c'est 94 plus 140 plus x. Et, bien sûr, pour z, vous avez 0 plus 92 égale z plus 54 plus x fois 0. Donc, x égale à 2 et z égale à 38. L'énergie libérée par un noyau par la fission d'un gramme. Donc, on va d'abord déterminer l'énergie libérée par un noyau. C'est-à-dire par cette réaction-là, la fission d'un noyau. Donc, ça me donne 184,72 mégaélectronvolts. Bon, c'est juste delta de M en unité de masse atomique multiplié par 931. Maintenant, on veut déterminer l'énergie libérée par une masse M0 de l'uranium 235. Et là, il faut faire attention. On va d'abord déterminer combien de noyaux de l'uranium 235 dans cette masse M0. Donc, faire très attention à cette formule-là. Donc, ça, c'est la masse d'un noyau. Donc, un noyau a pour masse M, qu'on a noté MU. N, c'est le nombre de noyaux dans une masse M0. Donc, règle de 3. N, c'est M0 sur la masse du noyau. Faites très attention. Des fois, on ne vous donne pas la masse du noyau, on vous donne la masse molaire. Et dans ce cas, à la place de 1, il faut mettre le nombre d'Avogadro. Et donc, le nombre de noyaux, ce sera le M0 fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Donc, il ne faut pas confondre les deux relations. N, c'est la masse divisée par la masse du noyau, ou bien le nombre d'Avogadro fois M0 divisé par la masse molaire dans ce cas-là. Bien. Donc, ici, vous faites un petit calcul, ça vous donne à peu près 10 puissance 21 noyaux de l'uranium 235. Donc, l'énergie libérée par la masse M0 de l'uranium, ça sera N fois delta E. D'accord? Donc, ça, c'est M. Si on suppose que toute la masse est formée par l'uranium enrichi. Bien. Voilà, il faut le transformer en joules, c'est 10 puissance 8 joules. Maintenant, la masse de l'uranium enrichi pour produire une énergie W. Donc, on a M0, 1 gramme de l'uranium produit l'énergie delta E0. Donc ça, c'est toute la masse M0 était formée de l'uranium 235 fissible. Or, pour produire une quantité d'énergie électrique de 10 puissance 16 joules, un réacteur a un rendement de 25%, consomme une masse M de l'uranium enrichi qui contient uniquement 3% de l'uranium 235. Bon, ça signifie quoi d'abord le rendement? Le rendement, c'est l'énergie électrique qu'on peut obtenir suite à une réaction nucléaire divisée par l'énergie totale théorique que produirait la masse de l'uranium. D'accord? C'est l'énergie nucléaire, donc un réacteur, donc la fission, autrement dit, toute l'énergie nucléaire n'est pas transformée en énergie électrique. Donc il y a une partie qui est perdue, bien sûr, sous différentes formes. Donc le rendement, c'est l'énergie électrique divisée par l'énergie nucléaire théorique obtenue par la réaction nucléaire. Donc, c'est une énergie libérée par cette réaction qui est utilisée dans la réaction électronucléaire. Donc, il apparaît sous forme de chaleur et, comme pour la combustion thermique, sa conversion en électricité, bien sûr, a un rendement limité. Donc, on a dit, on va voir l'ordre de grandeur de ce rendement. Bien, si un réacteur consomme M grammes de l'uranium enrichi, dans M grammes, seul P fois M peut être fissible. D'accord? Et là, on va utiliser une simple règle de 3. Donc, si j'ai M0 de l'uranium 235, on a calculé l'énergie libérée par cette masse M0. Si j'ai une masse M de l'uranium, combien elle contient de noyaux fissibles? C'est P fois M. C'est 3% fois M. Donc, 3% de M qui peuvent subir la réaction de fission. Donc, P fois M, ça va me donner une énergie nucléaire delta E. Et donc, delta E, c'est, faites règle de 3, P fois M fois delta E0 divisé par M0. Or, le rendement, c'est quoi? C'est l'énergie électrique divisée par l'énergie nucléaire. Donc, je peux déterminer la masse. Donc, delta E, qui est égal à P fois M sur M0 delta E0, est égal à quoi? Est égal à W sur le rendement.
Donc, je peux calculer petit m en fonction de ce qu'on me demande, c'est-à-dire l'énergie électrique fois la masse M0 divisé par le pourcentage P fois le rendement fois delta O0. Donc, toutes les valeurs sont données, donc je peux faire une application numérique et j'obtiens la masse, c'est 663 grammes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-là et on va continuer dans une autre partie pour les années qui restent. Voilà, à bientôt. J'attends vos commentaires, bien sûr, vos suggestions. Et si vous avez remarqué des questions, elles sont les bienvenues. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.